Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bon, nous sommes prêts, 18h30, c'est le moment du coup de projecteur avec nos trois vraies voix qui sont ce soir Corinne Tapiero, Bruno Pomar et Philippe Bourriaki. C'est un coup de projecteur tout particulier, nous sommes, c'est vrai, très émus. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Elle avait 41 ans. Marie Trintignant est morte il y a 20 ans aujourd'hui. En 2003, c'était un crime passionnel. Bertrand Cantat, son meurtrier, accessoirement chanteur de Noir Désir, plaidait le coup de folie. Pour les médias, il fut l'artiste torturé et elle, la femme hystérique. Il fera même la couverture des Inrecuptibles en 2007, après seulement 4 ans sous les barreaux au lieu de 8. Le meurtre de Marie Trintignant est un féminicide, mais ce mot n'existait pas en 2003. Depuis MeToo, les choses évoluent trop doucement, même si la prise de conscience a fait du chemin. Le meurtre d'une femme par un conjoint ou un ex est enfin nommé, la passion n'y a plus sa place. Pourtant, en 2023, les femmes continuent de mourir sous les coups de poing ou de feu, précisément une tous les 3 jours en France. Ce qui nous amène effectivement à notre question sur Twitter à laquelle vous pouvez réagir, vous les auditeurs de Sud Radio. Le féminicide, les 20 ans de la mort de Marie Trintignant dont on fête les 20 ans hélas aujourd'hui, est-ce que ce féminicide marque selon vous le début d'une prise de conscience des violences conjugales? Corinne Tapiero, c'est vrai qu'il y a un avant et un après parce que ça a été médiatisé. Oui, alors c'est vrai que ça a été médiatisé, c'est vrai aussi que on s'est aperçu que ces situations arrivaient dans tous les milieux. Tous les milieux étaient touchés, donc, et à partir de ce moment-là, on a commencé à en parler. D'ailleurs, il y a eu un moment de sidération, on a parlé de crimes passionnels, on n'osait pas dire le mot, enfin, c'est un assassinat pur et simple dû à des coups violents. 19 coups. Voilà, et même les parents n'avaient pas l'air d'être au courant de ce qui se passait, donc elle a vécu quand même dans cette espèce de climat un peu assez dur quand même. Et aujourd'hui, l'entourage devient même presque plus attentif. Pas forcément grâce à ça, mais on a pu en parler. C'est vrai aussi qu'on a avancé, on a évolué. Il y a beaucoup à faire au niveau des dépôts de plainte, la façon dont on recueille la parole des femmes, comment on les encadre. Alors je sais que tout le monde se gargarise du bracelet électronique anti-rapprochement. Anti-rapprochement, mais enfin bon, ça sonne chez la dame. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Ça devrait sonner à la police, il devrait arriver, quoi. Je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Bruno Pomar, comment ça se fait que ce bracelet, par exemple, il ne sonne pas directement à la police ? C'est la technologie, encore une fois, qui doit être peut-être révisée. Mais il y a une nouveauté qui a été lancée, des nouveaux téléphones portables. Tout à fait. Mais il y a quelque chose qui a avancé d'ailleurs, parce que, et pour parler d'une personne qui est critiquée depuis pas mal de temps, c'est Madame Schiappa, lorsqu'elle a été auprès de Gérald Darmanin, a fait quand même avancer les choses. On peut pas lui reprocher ça. Elle a fait quand même des choses intéressantes sur les référents en commissariat, par exemple, police. Il y a plus de référents de présents. Il y a le 3919. Oui, mais c'est quand même, si tu veux, un référentiel important pour les femmes qui sont sujettes. Il faut y accéder. Il faut y répondre. Et ce qu'on voit actuellement, puisqu'actuellement on est au mois de juillet, là, on est à 70 féminicides déjà en France, donc c'est assez considérable. Oui, et malheureusement, tous les jours dans la presse, 120 et 150 femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Écoutez, moi encore, excusez-moi de parler un peu de ma petite personne, surtout de mon association, mais je travaille là-dessus depuis pas mal de temps avec une pièce de théâtre qu'on a mis en place avec une fonctionnaire de police qui est spécialisée dans l'accueil des femmes en commissariat, qui s'appelle Sonia Aya, qui a réalisé une pièce de théâtre qui s'appelle Je me porte bien. Et je produis cette pièce, à titre bénévole évidemment, avec mon association Rédventure, un peu partout, dans des écoles, dans des lycées, dans des villes. On l'a fait à Paris, on l'a fait devant le préfet de police, etc., qui consiste à présenter ce que sont les relations entre un homme et une femme, et avec tout ce que ça peut évidemment apporter à un moment donné lorsque la situation se dégrade. Et c'est très intéressant. Et on se rend compte que il y a beaucoup de gens que ça interpelle. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Philippe Bourriaki, on entend beaucoup quand même les femmes dire que ça ne va pas assez vite. On entend beaucoup de gens le dire en général, qu'il n'y a pas de prise de décision assez forte de la part du gouvernement sur justement les tentatives de rapprochement ensuite, sur les actes eux-mêmes. Quand est-ce qu'on a envie de taper un bon coup de poing sur la table? Moi c'est mon cas en tout cas. Quand est-ce que ça va vraiment bouger et changer? Quand est-ce que ce chiffre terrible qu'on vient d'entendre va-t-il redescendre? Quand on aura éduqué nos garçons, puisque dans 99,99%, ce sont des garçons, des hommes,
mais avant d'être des hommes, ce sont des jeunes hommes, et puis des garçons, des petits garçons. Leur apprendre l'égalité, leur apprendre le respect, leur apprendre le self-control, leur apprendre que le non, c'est pas peut-être, c'est non. Leur apprendre que lorsqu'on est à bout de nerfs, on sort crier un bon coup, ou on va dans une salle mettre les gants avec d'autres personnes, ou on va à la piscine ou jouer au tennis, enfin peu importe, mais les femmes ne sont pas un punching ball. Ça commence d'abord par ça. Ça commence par aussi ne pas... moi je le dis parce que je suis de culture méditerranéenne, les hommes, on est des rois. Et les femmes sont à notre disposition. Oui, et ça c'est commence, notre propriété. Ça commence par la mère qui met les hommes au-dessus de tout le reste et qui demande à ses filles de se comporter en état inférieur. Alors bien évidemment, les choses sont en train de changer, les mentalités sont en train de changer, mais ça commence aussi par ça, et mettre au même niveau les garçons et les filles. Ça commence aussi par... l'éducation, attendez mesdames, je pèse bien mes mots de ce que je suis en train de dire, l'éducation des femmes et des jeunes filles, à leur dire dès la première gifle, faut partir. Oui. Et faut partir, faut pas revenir. Je pense à la femme du rugbyman qui a pris une rouste sévère, ok, et qui voulait revenir, qui a pris sa défense et qui a été au tribunal pour dire je veux que mon mari rentre à la maison, et qui était donc comme ça en train de faire le pied de grue. Et là, il y a une vraie complexité. Alors oui, les choses sont plus médiatisées, mais non, les choses n'ont pas évolué. Et ce n'est pas à la femme de quitter le domicile. Le problème, c'est la pression qu'il y a autour, la pression des voisins, la pression du qu'en dira-t-on et la pression familiale. Qui disent bon écoute, on va pas faire ce scandale, on veut pas que ça se sache, tais-toi. Ouais. Et donc ça, ces mentalités, elles doivent changer définitivement. Alors, concernant ce drame, Marie Trintignant, on vous a sélectionné avec Judith quelques extraits qui sont très marquants. Alors déjà, donc, nous sommes le 1er août 2003, le chirurgien Stéphane Delajoux annonce le décès de la comédienne survenue à la clinique Hartmann de Neuilly-sur-Seine. Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un œdème cérébral, et ce malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann. Voilà, donc là on voit bien l'étendue de la blessure, le constat médical, et ensuite face à la presse, l'avocat de la famille Trintignant, maître Georges Kejman, récemment décédé, répondait aux fameux arguments dont tout à l'heure Judith nous a parlé un petit peu, les arguments de la défense. Il est parfaitement invraisemblable de penser que cette frêle jeune femme d'1m65, moins de 60 kilos, ait pu bousculer, renverser à terre un gaillard qui est un véritable athlète d'1m90, 85 kilos, et entraîné à plusieurs disciplines sportives. Je ne m'étendrai pas sur l'hystérie prétendue de Marie, c'est l'excuse classique des hommes qui frappent. L'hystérie des femmes en général, dans ce cas précis, c'est ce qui a été invoqué effectivement. Mais en général, c'est aussi un peu ce qu'on lance aux femmes qui sont fortes, qui ont une grande bouche, qui s'imposent dans la vie, etc. Il y a quand même on est encore dans une société qui promeut le patriarcat finalement. Oui, vraisemblablement, ça il n'y a pas de doute. Mais on a aussi un entourage qui peut dire tu l'as cherché. Qu'est-ce que t'as... Déjà, première question, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ? Ça c'est terrible. Je trouve ça extrêmement terrible. Ce que je trouve encore plus terrible, et ce sur quoi on n'avance toujours pas, c'est sur les enfants. Les enfants des femmes battues. Parce que lorsqu'ils ont été témoins de ces violences, ça peut devenir à leur tour, et assez probablement, des adultes frappeurs. Ou frappés. Ou frapper, ça dépend. Et il faut aussi traumatiser. Il faudrait qu'on puisse les prendre en charge. Moi, j'ai accompagné, dans le cadre d'émissions que j'avais en tant que responsable d'associations de parents d'élèves notamment, et d'autres structures, des femmes battues qu'on a réussi à exfiltrer de chez elles, qu'on a placé dans des foyers spécifiques. Malheureusement, forcément, comme les enfants sont là, il y a un droit de visite, donc le père est toujours en lien avec la famille et retrouve assez rapidement la femme. Quand ces femmes ont eu, en tout cas pour 2 d'entre elles, je me souviens des dossiers, le bénéfice de la jouissance du domicile familial, les pères ont trouvé, les maris ont trouvé le moyen de réattaquer le juge en disant mais le bail est à mon nom, c'est pas possible, etc. Et du coup, les choses retombent. C'est-à-dire qu'il manque un suivi après. C'est-à-dire quand il y a un fait comme celui-là, par exemple, le domicile doit rester domicile, quelles que soient les revendications suivantes. Alors, autre élément important sur lequel Judith va vous faire réagir, les vraies voix. Donc, écoutez cet extrait. C'est la mère de Marie Trintignant, Nadine Trintignant, qui répondait aux questions de Léa Salamé en 2018 au sujet du retour sur scène de Bertrand Cantat, donc l'auteur du crime.
Comment se fait-il qu'un homme, où on sait qu'il a tué, c'est pas un mystère, je trouve honteux, indécent, dégueulasse, qu'il aille sur scène. Bruno Pomar, pardonnez-moi, je suis un peu émue. Quand on entend une mère qui a perdu sa fille comme ça, qui fait sous les coups d'un homme qui n'est pas appelé un meurtrier par la majorité de la société, on peut vraiment se poser des questions quand même. C'est un meurtrier, excusez-moi de reprendre le terme, c'est un meurtrier, c'est tout. Et c'est vrai qu'encore une fois, la société se doit de répondre, mais c'est vrai depuis l'avènement de l'hashtag MeToo, c'est vrai que ça a permis aux femmes de se libérer et de pouvoir dire ce qu'elles ressentaient. C'est toute la problématique de l'emprise de l'homme sur la femme. Et l'emprise, c'est quelque chose de terrible. Moi, j'ai une amie, pour tout vous dire, avec qui je vois souvent, qui m'expliquait sa vie. Elle a 3 enfants. Et elle me disait, j'ai fait un premier enfant, ça allait bien. Il a commencé à me violenter. Mais je lui dis, mais pourquoi t'es pas parti ? Parce que je l'aimais. Et j'ai fait un deuxième enfant pour lui montrer que je l'aimais et pour voir si ça allait. Et jusqu'à 3 enfants comme ça, jusqu'au moment où elle a failli mourir. Et cette emprise-là, j'arrivais pas à la comprendre, tout simplement. Donc, aller voir des psys, aller voir des associations, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'associations qui sont efficaces. Mais le problème, c'est que la problématique est tellement importante. On est un peu dans une forme de syndrome de Stockholm. C'est ça, voilà. Bien sûr. C'est la difficulté, c'est d'arrêter. Et le nombre de femmes, c'est ça. Alors, on a encore un extrait à écouter. Les vraies voix. Autre extrait là aussi qui est très révélateur. Donc le comédien François Cluzet, ancien mari et père du fils de Marie Trintignant, tient un discours très touchant lorsqu'on évoque le souvenir de la comédienne. Depuis 20 ans, d'ailleurs, les témoignages de nombreux artistes alertent sur ce crime et sa symbolique. On vous fait réagir dessus. Non, je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonne pas aux gens qui frappent les femmes, qui les tuent, comme je ne pardonnerai pas aux assassins d'Ilan Halimi, que je n'ai toujours pas digéré, comme je ne pardonne pas à ceux qui humilient les homosexuels. Je ne peux pas pardonner qu'on ait tué Marie. Je ne pardonnerai jamais. Bon, là, on entend François Cluzet nous parler des homosexuels, des juifs, en fait, des femmes, des minorités. Il y a un problème, justement, sur cette appréciation globale de comment on fait pour protéger ces minorités, finalement, Philippe Bourriaki. Mais il n'y a que des minorités, en fin de compte. Vous pouvez prendre toutes les communautés. Dans les communautés, il y a encore des sous-communautés. Je ne parle pas de sous-hommes ou sous-femmes, attention. Je parle de sous-communautés. Et donc, comment on fait pour protéger la société en général ? Je rebondirai sur 2 choses, sans vouloir choquer qui que ce soit. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec l'avocat qui dit comment on peut penser qu'une femme de 60 kilos ne peut pas... peut pas rivaliser. Je peux vous assurer que moi, mes élèves de Krav Maga et de self-défense, elles font 55 kilos et elles mettent des bonhommes de 120 kilos au sol quand elles connaissent les techniques. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il arrive que des gens, lorsqu'ils sont poussés à bout, puissent moduler leur force et la décupler. Mais je n'excuse pas, et je dis que ça n'explique pas qu'un homme puisse frapper à 19 reprises une femme ou un autre homme, peu importe. Mais vous reprécisez le contexte et vous avez effectivement, c'était très important ce que vous dites. Ouais. Et donc, on doit, ça commence par l'éducation, ça commence évidemment par la sanction, mais l'obligation de réparation. Ma philosophie m'oblige de dire qu'une fois, lorsque la personne a réparé sa dette, lorsqu'elle a payé sa dette, elle a le droit à la réhabilitation. Alors on peut être choqué, se dire comment il peut se produire sur scène, mais comment des gens vont le voir sur scène. Et donc par conséquent, où est la chaîne de responsabilité ? Pardonnez-moi, rebondissez juste sur les Inrecuptibles qui le mettent quand même en une en 2017. C'est scandaleux. Je suis désolée, ok, il a le droit d'aller sur scène, mais à un moment donné, il a fait 4 ans au lieu de 8. Bien sûr. Ils le mettent en une des Inrecuptibles comme une grande star qui revient sur scène, le retour de Bertrand Cantat. Moi je trouve ça personnellement, et c'est rare que je donne mon opinion à la radio, honteux. Oui, on aurait pu en entendre parler. Voilà, il devrait disparaître des médias. Il appartient à chacun d'avoir l'humilité de se mettre en retrait total de la vie publique. Alors justement, c'était l'une des questions qu'on avait voulu soulever à travers ces différents documents sonores. Corinne Tapiero, lorsque Madame Trintignant, mère, donc explique qu'elle ne comprend pas pourquoi Bertrand Cantat revient sur scène, il y a effectivement en avant l'argument de Léa Salamé qui lui dit il a été condamné, il a payé sa dette. Sauf que là, effectivement, il y a une autre dimension et qui est très importante dans le cadre de cette affaire, c'est qu'il revient sur scène et il va être applaudi. Et là, ça change tout, Corinne Tapiero. Ah mais c'est insupportable. Moi, j'avais trouvé ça intolérable. Je pensais au moins qu'il n'aurait même plus le culot de se présenter sur scène. Oui, et d'un autre côté, c'est vrai que lorsqu'on a payé sa dette, on doit être inséré pour des tas de faits. Mais est-ce qu'on est sûr que cet homme ne frappera plus ? C'est ça.
Est-ce qu'on est sûr que cet homme-là, c'est ce qui s'est passé avec sa compagne, sa nouvelle compagne qui s'est suicidée, est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas remis en liberté un véritable prédateur, un mec dangereux, dangereux pour tout le monde? Moi, j'ai été extrêmement choquée par cette histoire. J'ai trouvé ça terrible. J'ai été choquée par les mots édulcorés qui étaient employés pour ne pas dire les choses, parce que c'était une personnalité publique, qu'il ne fallait pas porter atteinte à son image. Je trouve ça terrible. Et en revanche, moi, je ne vois pas la même relation avec MeToo. C'est pas du tout la même prise de conscience. Ça, c'est le déclenchement, ce que je parlais. C'est le déclenchement. C'est pour ça qu'on a posé cette question, c'est-à-dire est-ce que cette terrible histoire marque une évolution dans la prise de conscience? C'était notre question. Je pense que lorsqu'on est un personnage public, ça nous oblige. Et quand on est un personnage public, ça nous oblige à tout. Ça nous oblige à respecter la loi, ça nous oblige à respecter les autres. Être exemplaire. Exemplaire. Et en plus de ça, quand il va chanter des chansons un peu douteuses, je comprends même pas qu'on ait dans notre répertoire, vous avez l'affaire Catenins, pour moi. C'est exactement. Oui, il n'y a pas de mort évidemment derrière, mais c'est le principe de. Surtout lorsqu'on est un représentant public, on est un élu de la République. On ne peut pas se permettre des choses comme ça, quoi. 0826 300 300, vous pouvez réagir à ce débat, bien évidemment. On est toujours avec Sandrine qui nous appelle d'Évian-les-Bains en Haute-Savoie. Sandrine, vous êtes là? Oui. Alors, on a envie de vous entendre un peu sur tout ce qui vient de se dire, Sandrine. Oui, alors c'est très difficile d'entendre tout ça. Hein. On part du principe de toute façon que personne ne devrait vivre ça. Moi je pense qu'il faut prendre le problème à la racine si c'est possible, et la violence, avant qu'elle s'installe, elle est déjà présente assez fréquemment dans les cours de récréation par exemple, vous la voyez partout, donc c'est peut-être déjà là qu'il faudrait faire quelque chose avec l'éducation des plus jeunes, et puis faire prendre conscience aux garçons, notamment parce qu'en effet ils sont peut-être plus concernés, qui seront toujours plus forts avec les femmes, avec les filles que contre elles. C'est une parole de sagesse. Vous avez envie de dire quelque chose de plus, Corinne? Non, je crois que ça a vraiment le mérite de la clarté, mais c'est vrai aussi qu'on pourrait apprendre les relations humaines, même assez loin, la relation homme-femme, même dans le travail, dans cette forme de respect. C'est pas parce qu'on est grosse qu'on peut être frappé, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on peut être frappé, et surtout éduquer les femmes à la reconnaissance du pervers narcissique qui va immédiatement vous dévaloriser, vous mettre dans une situation telle que vous ne vous appréciez plus vous-même. Et il y a d'ailleurs une très belle chanson qui dit elle aurait dû le faire si elle avait su, elle aurait dû y aller. Oui. Vous savez, pour continuer dans ce que vous dites, je vais ramener un peu à ce qu'est la police nationale sur ce sujet-là. Il faut savoir que les services de police sont dépassés par le nombre de dossiers qu'il y a à traiter. Moi, j'ai une amie, je tairai l'endroit où ça se situe, c'est pas loin de Paris, qui a 300 dossiers sur ces sujets de violence sous le coude. Ils sont 3 à traiter ça. Ils sont 3 sur 300 dossiers. Oui, sur une unité, je dirais le département. Donc, comptez le nombre de départements et comptez le nombre de victimes qu'il y a. C'est compliqué comme problème à régler. Alors, vous êtes spécialiste de sécurité, 2 de nos 3 vraies voix, vous Bruno Pomar et vous Philippe Bourriaki. Il y a donc un nouvel outil qui est sorti, qui a été testé, c'est le téléphone en fait. C'est un téléphone, et à partir du moment où l'homme qui est interdit de s'approcher du domicile de son ex-compagne, à partir du moment où il s'en approche, le téléphone bip, et il y a tout de suite, ce que demandait Judith tout à l'heure, une intervention des forces de l'ordre. Ça, c'est un cas concret, une solution efficace. Ça fonctionne très bien en Espagne, donc il n'y a pas de raison que c'est très développé d'ailleurs. Ça fonctionne pas. Mais derrière, effectivement, c'est tout le suivi. Tu l'avais dit tout à l'heure, mais aussi le suivi psychiatrique de l'individu. Parce que si tu traites pas la personne sur les effets, enfin sur les causes, les effets ne peuvent que se reproduire. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un taux de récidive important. Et puis, on repart sur l'éducation des garçons du jeune âge, mais aussi des filles, pour leur dire dès la première insulte, dès la première brimade, et rappeler aux femmes que les pervers narcissiques, au début, vous survalorisent, vous traitent comme une reine pour à la fin faire le vide autour de vous. Et une fois qu'il y a le vide autour de vous, vous êtes complètement dans son emprise. Et là, c'est l'enfer. Tout à fait d'accord avec ce propos. C'est vrai que la réaction, effectivement, le téléphone, la police peut intervenir rapidement. Et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est qu'après, c'est le suivi, la prise en charge. Et là, on est un peu, même beaucoup dépassé. Manque de psychologues, manque de psychiatres, manque de tout, quoi. En tout cas, si vous écoutez cette émission et que vous êtes en situation de violence conjugale, sachez donc qu'il y a
des solutions pour vous, mesdames. A priori, déjà, commencer par aller porter plainte, effectivement. Il y a cette histoire de téléphone dont vous parlez, Frédéric. Et puis surtout, ne vous laissez pas faire par les pervers narcissiques et par les hommes violents. Vous avez autre chose à rajouter, Corinne Tapiero, avant qu'on rentre Non, mais ce qui est assez étonnant souvent, c'est que les femmes ont un amour démesuré pour cet homme qui les violente. Donc c'est très difficile de partir. Et est-ce que vous, juste pour conclure, un petit apport aussi personnel, en tant qu'homme, lorsque tout à l'heure vous disiez, Corinne Tapiero, quand l'enfant a été frappé, souvent il devient frappeur. Quand il a été témoin Et alors il y a aussi une autre donnée, c'est que de plus en plus il y a des enfants de divorcés. Et ces enfants de divorcés ont grandi dans ce déchirement affectif. Et ils sont eux-mêmes en termes de souffrance affective, et ils véhiculent ces peurs de la séparation. Et forcément, ça va amplifier cette notion de perdre celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Sur la relation. Et ça, quand vous parliez de psychologie, effectivement, c'est un des enjeux très importants, parce qu'il y a de plus en plus de couples qui divorcent. Et tout passe par l'éducation. Et l'aspect financier aussi, parce que souvent les pervers narcissiques font en sorte que la personne elle soit complètement dépendante de tout, et y compris économiquement. On la fait culpabiliser totalement. Beaucoup de femmes se disent, je ne peux pas quitter mon bourreau parce que comment je vais faire avec mes enfants, etc. Donc il y a un vrai problème. Le mot de la fin aussi, on le rappelle, éduquez vos petits garçons. Mesdames, mettez-vous au self-défense. Mettez-vous au self-défense, c'est pas pour exercer une violence, mais pour apprendre à avoir confiance en soi. Merci à tous les trois. Merci Sandrine pour votre rapport à cet échange riche. Oui, merci Sandrine. Merci. Et puis vous, auditeurs de Sud Radio, vous restez là avec nous, parce que on va se faire un peu plaisir avec du bonheur, avec les 5 minutes de bonheur qui viennent, avec le grand sourire de Frédéric Brindel pour ceux qui peuvent le voir. Allez, à tout de suite.